set de trop. Après 2 heures de lutte acharnée, Gaël Monfils s'effondre totalement dans le 3e set. Au final, un 6-0 sans appel et une victoire de Rafael Nadal de 7-1. Tout avait pourtant bien commencé. Les finalistes rentrent rapidement dans le jeu. Nadal prend l'avantage, mais Monfils exploite toutes les possibilités pour déborder l'Espagnol. À la recherche de précision et de vitesse de balle, le Français frappe à pleine puissance et montre l'étendue de son talent. Intensité et qualité de déplacement, le niveau de jeu est digne d'une finale. Nadal maintient la pression et décroche le premier set, 5-7. Pas question d'être en hypoglycémie. Le combat physique reprend, Monfils ne tremble pas. Il prend la tête de la rencontre et remporte le bras de fer, 7-5, un set partout. Dans la 3e manche, Nadal sort le grand jeu. Ace, coup droit décroisé, l'Espagnol dévoile son génie. Une véritable démonstration face à un Monfils épuisé qui ne peut que s'incliner. Un dernier set qui n'est pas révélateur puisque le Français a franchi un cap avec ce tournoi. Il prend une nouvelle dimension qui n'a pas suffi, cette fois-ci, contre le retour du grand Nadal. Qui est sport? Chers amis auditrices et chers amis auditeurs, bienvenue dans votre émission Qui est sport, QES. C'est encore moi, je suis heureux de vous avoir en écoute, cela me fait plaisir, car cela me donne toujours plus d'envie d'aller loin dans l'analyse, la critique, tout en restant fair-play. Comme vous avez pu le constater sur la vidéo, nous allons parler du grand vainqueur de ce week-end, un grand athlète, un grand tennisman, monsieur Rafael Nadal, qui gagne encore et qui gagne un 9e Master 1000 du tournoi de Monte-Carlo, ce qui est très fort. Il en est à 28 Master 1000. Il y en a un qui a aussi 28 Master 1000, Novak Djokovic. Mais nous allons parler de Nadal, qui a fait l'exploit. Qui a fait l'exploit pourquoi? Puisque il était annoncé comme perdu dans le monde du tennis, car ses blessures à répétition ont fait que ce grand champion était plongé dans le doute, qu'il était même plongé dans l'anonymat, puisque on ne parlait plus de lui sur la pyramide, en haut de la pyramide du tennis, on ne parlait plus de lui, mais il est revenu, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Et dans cette finale, il avait encore le feu dans les jambes, le feu. Car il a fait mordre la poussière de la terre battue à Gaël Monfils. Mais Gaël Monfils n'a pas démérité. Car le match a fini en 3-7. La semaine dernière, lorsque Nadal sort 2 ténors du circuit ATP, Stanislas Wawrinka et Andy Murray, il gagne contre le premier 6-1, 6-4, en 2-7 secs. Et il gagne contre Murray en 3-7. 2-6, 6-2, 6-4. Là, je me suis dit, c'est le retour de Rafael Nadal. C'est le retour du matador des Baléares. Et bien, Gaël Monfils nous a démontré que non, qu'il n'était pas encore prêt. Car Gaël Monfils l'a poussé dans ses retranchements. Car c'est pas Gaël Monfils qui a haussé son niveau, même si Gaël Monfils a un niveau terrible en ce moment en terre battue, mais c'est plutôt Rafael Nadal qui n'est pas encore au top de sa forme, puisque il y a jadis, il aurait bouclé ce match, cette finale, en 2-7 secs. Or, lors de cette finale, on a pu voir que Rafael Nadal a eu des moments d'hésitation, des moments où ses coups ne partaient pas de manière relâchée. Mais on sent que ce physique de bulldozer revient. Et que ce doute qui était le sien, petit à petit, ces doutes commencent à partir. Et c'est pour ça que le 3e set était juste une formalité. Et que Gaël Monfils a été bouffé. Tel un matador dans son arène. Il a montré qu'il avait des ressources incroyables. Mais moi, j'y croyais. J'y croyais car c'est un champion. Maintenant, il a pour
but et pour motivation de gagner la décima à Roland-Garros, son 10e Roland-Garros. Or, il aura un obstacle de taille. Terminator. Novak Djokovic. L'homme qui ne flanche jamais physiquement. Puisque Djokovic a un seul but, il est de gagner Roland-Garros, car il a gagné tous les tournois sauf Roland-Garros. Or, Nadal a gagné tous les tournois, toutes surfaces confondues, Nadal a gagné tous les tournois. Et pour un spécialiste de la terre battue, c'est un exploit, et je lui tire encore ma révérence. Ce sera dur, mais il peut le faire. Il peut le faire. Le gagnant du dernier Roland-Garros s'appelle Stanislas Wawrinka. Si ce dernier joue comme il a joué en finale, ça sera aussi dur, puisque il nous avait fait perdre mais d'une finale de rêve en gagnant contre Djokovic en 4-7, et en dominant Djokovic, et en le dominant physiquement, et en le dominant avec des coups fracassants, et ce revers chirurgical à une main, dont il en a seul le secret. Encore une fois, bravo Rafael Nadal. Et je souhaite bonne chance à tous ces joueurs. Et les dés sont lancés pour le prochain Roland-Garros. Et si Nadal fait la décima, vraiment, il faudra lui fabriquer une statue dans le village de Roland-Garros, car il l'aura mérité. Amis du jour, chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Chers amis auditrices, chers amis auditeurs, nous revoilà repartis pour la deuxième partie de Qui est Sport. Nous allons analyser ce qui s'est passé ce week-end, bien sûr, en Première Ligue, en championnat anglais de première division de football, et aussi en Ligue 1, donc championnat français. Je tiens tout bonnement à parler d'un club, Arsenal. Arsenal. J'ai envie de pleurer lorsque je prononce le nom de Arsenal, puisque ce club n'y arrive toujours pas. Et ce club a encore fait match nul, un partout, alors que ce club, s'il voulait être derrière ceux qui sont en tête du championnat, Leicester et Tottenham et Manchester City, ce club se devait de gagner. Or, ce club n'a pas gagné. Ce club a été encore maladroit. Ce club a encore déçu. Et ce club n'y arrive pas. Car chaque année, c'est pareil. Il n'y a aucune surprise avec Arsenal. Depuis 10 ans, le club nous vend la même copie, une pâle copie. Le club finit toujours quatrième. Et le club se contente après de faire un tour préliminaire de Ligue des Champions. Bref, moi je suis déçu parce que ce club n'a plus d'identité de jeu. Ce club n'a plus ça. Et ce club est propriétaire de son stade. Donc cela veut dire que la billetterie de chaque week-end rentre dans les caisses du club à 100%. Et c'est malheureux et c'est regrettable puisque ce club n'a plus battu Chelsea depuis un certain moment, alors que Chelsea était vraiment le rival et que Chelsea avant perdait toujours contre Arsenal. Et quand ce même club de Chelsea vient jouer contre Arsenal à l'Emirates, les joueurs de Chelsea se disent quoi? Que Arsenal a un talon d'Achille et que ce talon d'Achille est Mertesacker et qu'il faut jouer sur Mertesacker. Et à force de jouer sur Mertesacker, on finit par trouver la brèche et marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Et Chelsea s'est imposé à l'Emirates face à Arsenal, comme chaque année. Et ce club ne se révolte pas. Et les supporters d'Arsenal en ont marre. Et moi, je les comprends. Puisque depuis 10 ans, c'est la frustration. C'est la frustration puisque on espère toujours que le club sera placé mais dans tel sommet, alors que le club n'est placé nulle part, parce que le club ne fait plus peur dans le championnat anglais, parce que le club n'est pas régulier,
Et j'aime beaucoup Arsène Wenger, mais parfois je me dis qu'il se trompe parfois de politique par rapport à ce club et qu'il devrait peut-être passer la main à quelqu'un d'autre. J'aimerais que Arsène Wenger me fasse démentir, mais pour l'instant, mon analyse est bonne par rapport à ce que je vois. Bref. Le leader de la ligue du championnat anglais, de la première ligue, le leader est Leicester. Et Leicester est un leader qui mérite sa place. Car ils ont prouvé tout au long de l'année qu'ils avaient les ressources pour. Et je tiens à féliciter ce club et à féliciter Claudio Ranieri. Grazie mille. Merci pour cette bouffée d'air pur. Car le petit pousset de l'an dernier qui a failli descendre, qui a fini dans les bas-fonds de la première ligue, cette année, ils sont premiers. Ils sont premiers, et oui. Et oui. Et ils le font avec un courage exemplaire. Bravo à des Mahrez, à des Vardy et autres, car vous méritez votre place. Maintenant, Tottenham est en embuscade. Mais la connerie de Tottenham, c'est qu'ils ont eu un début de saison un peu en dents de scie. Mais là, actuellement, c'est une équipe redoutable de la Première Ligue. Bref. Arsenal. Où sont passés tous ces grands joueurs qui ont fait de ce club un joyau de Première Ligue? Où sont passés les Bergkamp, les Tony Adams, les Marc Overmars, les Henry, les Seaman, les Pires, les Repalor. Maintenant, on nous donne des Mertesacker. Bref, je n'ai rien contre ce joueur, mais c'est encore une fois l'un des talons d'Achille de cette équipe, parce que dans cette équipe, il y a beaucoup de talons d'Achille. Et il faut se réveiller. Wake up, wake up, wake up, wake up. Bref, que le championnat de Première Ligue se termine bien et que on ait un électrochoc pour l'an prochain. Et maintenant, nous allons parler de la Ligue 1 et notamment de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille a encore perdu ce week-end à Monaco et a perdu 2-1. Et je dirais que c'est pas tellement la défaite qui est inquiétante, mais c'est les joueurs qui portent le maillot de l'Olympique de Marseille. Puisque certains joueurs de Marseille, comme certains joueurs des Girondins de Bordeaux, ne méritent pas de jouer dans ces équipes-là. Puisqu'avant, quand on jouait à Marseille ou quand on jouait à Bordeaux, on était des joueurs qui étaient au-dessus de la moyenne. Des bons joueurs, qui étaient même parfois très performants. Or, lorsque je vois l'effectif de l'Olympique de Marseille, beaucoup de joueurs sont venus en prêt et beaucoup de joueurs sont en fin de contrat. Comment voulez-vous jouer comme ça? Comment voulez-vous être performant? Il est facile de critiquer l'entraîneur, de le faire sauter, même si Mitchell n'est pas un grand entraîneur, Mitchell a fait avec ses moyens. Je vous rappelle que Mitchell n'a pas recruté les joueurs qu'il entraîne. Donc il est arrivé dans le club, on lui a présenté les joueurs et il devait faire avec. Et au mercato même, il a demandé à Vincent Labrune d'avoir un attaquant supplémentaire et d'avoir certains joueurs. Vincent Labrune ne lui a pas donné. Au contraire, en fait, il est parti chercher un Fletcher. Bon, Fletcher n'est pas méchant, mais bon. Est-ce que c'est un joueur qu'il fallait vraiment faire venir à l'Olympique de Marseille? Je ne sais pas. Mais c'est un joueur, quand il joue, il donne le meilleur de lui-même. Voilà. Vincent Labrune, à un moment, il faut assumer. Il faut assumer ses erreurs. Ne pas toujours se replier et dire que c'est la faute de l'entraîneur. Ne pas toujours se cacher derrière ça. Alors que, monsieur Labrune, lorsque Pape Diouf était président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf avait droit à beaucoup de critiques. Oh, c'est pas mon président et patati et patata. Alors que Pape Diouf a prouvé, quand il était
à l'Olympique de Marseille que Marseille ne jouait jamais le maintien, mais que Marseille jouait le haut du tableau. Et que Marseille gagnait des titres. C'était pas des titres, en fait, des titres internationaux, c'était des Coupes de France, des Coupes de la Ligue, des Coupes nationaux. Mais sur le plan national, Marseille était là. Or, Marseille n'est pas là sur le plan national. Et Vincent Labrune, vous êtes tellement petit, entre guillemets, que vous servez de bonne tête pensante, comme Basile Boli, pour ramener un peu sa science et pour dire que voilà, l'entraîneur ne fait pas jouer tel joueur, c'est pas bon parce que tel joueur est bon, nanana. Mais quelle légitimité a Basile Boli? Quelle légitimité? Est-ce qu'il a déjà été entraîneur? Bref, il a joué à l'Olympique de Marseille. Et on sait tous que c'était un guerrier. Voilà. C'était un guerrier sur le terrain. C'est même lui qui marque le but en finale contre le Milan AC. Mais à part ça, qu'a-t-il fait? Rien du tout dans le milieu du football. Il a été international, oui, certes. Il a joué à l'Olympique de Marseille, il a joué à Auxerre. Mais c'est quelqu'un qui devrait montrer plus de gratitude, car un jour ça peut lui arriver. Et quand ça lui arrivera un jour que un de ses collègues le critique en direct à la télé et disent des choses sur lui alors que il se voit tous les jours et peut-être même qu'ils déjeunent ensemble, et ben ça fait mal. Et c'est une honte pour la profession. Bref. Là, là, là. Mais je pense que Marseille ne descendra pas. Que Marseille ne jouera pas le maintien parce que derrière Marseille, il y a 4 équipes ou 5 équipes qui sont vraiment mal. Il y a Troyes, Toulouse, Reims, Ajaccio et il y en a un autre. Et je crois que Marseille, par rapport à ces équipes, Marseille a 6 points d'avance. Et il reste encore 4 matchs, 4 journées. Et je pense que Marseille va le faire, que Marseille va se maintenir et que Marseille ira droit au but. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous remercie de m'avoir écouté. Cela me fait plaisir. On se dit à bientôt, toujours avec le sourire. Merci, au revoir et prenez soin de vous.